Bonjour Yannick Philippon, je vous remercie beaucoup de participer à nos entretiens. Vous êtes donc membre du comité exécutif de l'assureur Generali. Et puis cet assureur a une particularité dans le domaine de la gestion de la santé, c'est d'avoir mis sur pied un programme qui s'appelle le programme Vitality. Ça nous intéresse de savoir un peu ce que c'est et comment ça fonctionne parce que, dans le fond, il y a actuellement toute une tendance dans la gestion de sa propre santé. Alors, évidemment, on veut gérer la santé au niveau des politiques, hein, au niveau de la santé publique, mais aussi au niveau individuel. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques mots, en petit moment, ce système? Alors le programme Vitality, Generali l'a conçu avec une entreprise qui l'a lancé, bien avant nous, qui s'appelle, Discovery, qui est une compagnie sud-africaine, compagnie d'assurance sud-africaine et qui a progressivement, élargi le cercle de promotion, de ce programme aux États-Unis, au Royaume-Uni, à l'Asie et Generali a négocié avec Discovery l'exclusivité en Europe. Donc on a bâti ce programme à destination de nos assurés en Europe, avec des déclinaisons qui sont différentes selon les pays. En Allemagne, c'était à destination de nos assurés en prévoyance individuelle, en Autriche aussi. En France, on a une particularité, il y a ce qu'on appelle surtout l'assurance collective, c'est-à-dire l'assurance santé et prévoyance dans le cadre de l'entreprise, puisque l'assurance santé la mise en place d'une assurance santé est obligatoire pour les entreprises françaises. Donc, il y a eu un cofinancement de cette couverture complémentaire santé, à la fois par l'employeur et par le salarié. C'est pour ça qu'en France, nous avons choisi en 2017 de lancer Vitality à destination des entreprises et des salariés qui étaient dans nos programmes de couverture collective. Qu'est-ce qui nous intéressait dans le programme Vitality? C'est que, évidemment, comme vous le disiez, c'est un programme qui est un peu en accompagnement de cette démarche progressive de la population à s'engager, au-delà du strict suivi médical, à s'engager dans la prise en charge de l'amélioration de son état de santé. Et ça nous semblait intéressant à accompagner. Le programme Vitality, c'est un programme qui a vocation à, à aider les gens, à aider nos clients à améliorer leur état de santé, à aller vers une vie plus saine et plus active. Il y a 3 piliers dans ce programme qui est un programme digital. Tout est fait à base du digital, hein, compte tenu aujourd'hui, je dirais, de la simplicité de son utilisation et puis aussi de l'appétence des gens à utiliser ce type d'outils. Donc il y a 3 piliers dans ce programme. Un premier pilier qui est un pilier destiné à, à se connaître, à connaître son état de santé. Donc, à partir d'un certain nombre de questionnements, on va pouvoir définir avoir une idée de la situation de santé de la personne. Sur la base d'un questionnaire, Sur donc. la base d'un questionnaire, oui, sur la base d'un questionnaire. Et puis après, on verra que ça se complète dans le temps par un certain nombre d'informations qui peuvent être fournies par la personne. Une fois que ce questionnaire et cette connaissance a été, je dirais, dégrossi, on passe dans une logique d'amélioration, améliorer son état de santé. Et donc là, ça passe par un certain nombre de choses qui sont tant de l'activité physique et de l'incitation à s'engager dans une activité physique régulière, aussi de l'accompagnement et de l'aide dans le domaine de la nutrition, et puis aussi d'aider et d'inciter, ça c'est très important pour nous, à inciter les gens à avoir un suivi médical plus régulier. Parce qu'on considère que aujourd'hui, il y a trop de maladies qui sont dépistées tardivement et nous, on souhaitait, et ce programme a vocation aussi à encourager un suivi médical régulier. C'est un élément important pour nous parce que c'est un programme qu'on ne conçoit pas en substitution du médecin. Il n'est pas question pour nous de prendre la place du médecin, de la relation entre la personne et le médecin. L'objectif est vraiment d'inciter à un suivi médical plus important. Et puis le Oui, troisième, juste une petite question. Quand vous parlez d'inciter, comment est-ce que vous incitez?
Ben justement, je vais y Ah arriver d'accord, juste après. d'accord. C'est le troisième volet du programme, c'est un volet qu'on appelle profiter, qu'on a intitulé profiter. Profiter pourquoi? Parce que ça fait maintenant de nombreuses années qu'on s'intéresse à tout ce qui touche au coaching dans le domaine de la santé, à l'accompagnement de nos clients. Et on avait lancé pas mal de programmes de coaching. Et ce qu'on avait constaté dans ces programmes, c'est qu'il y avait un intérêt à un moment donné, mais qu'au bout d'un certain temps, la lassitude aidant, il y avait énormément d'abandon. C'est-à-dire que même si la personne comprend et voit bien tout l'intérêt qu'elle peut tirer de dispositifs qui lui permettent d'améliorer son état de santé, ça demande de la rigueur, ça demande de la constance. Et ça, malheureusement, dans les outils de coaching qu'on pouvait avoir à notre disposition, on voyait bien que très vite, après quelques jours, semaines ou mois d'utilisation, il n'y avait plus d'utilisation. Et ça, c'était quand même assez frustrant. Et l'intérêt qu'on a trouvé dans le programme Vitality, c'est ce fameux troisième volet profiter, c'est qu'ils ont introduit une relation assez ludique avec la personne parce qu'il y a des encouragements, il y a des récompenses en fonction des efforts qui sont faits dans le cadre de ce programme. Efforts physiques, efforts d'évolution dans le cadre nutritionnel, efforts dans le suivi médical régulier. Et donc, sur la base de points qui sont attribués en fonction d'un certain nombre d'événements ou en fonction d'un certain nombre de comportements, on attribue des points aux personnes qui sont rentrées dans le programme. Et avec ces points, eh bien, on rentre dans des choses qui peuvent paraître triviales, mais qui sont des choses qui nous paraissent être assez incitatives. C'est que on obtient des bons d'achat, des récompenses avec des partenaires avec qui nous avons signé, des partenaires qui sont très connus, comme Amazon, comme Decathlon, comme un certain nombre des voyagistes, etc. C'est vraiment l'aspect très ludique qui accompagne ces incitations à faire plus d'activité physique ou à changer son comportement nutritionnel ou à être plus suivi régulièrement. Et quand je prenais l'exemple tout à l'heure du parcours médical de nos clients, euh, quand ils réalisent des analyses biologiques, quand ils vont faire des dépistages, etc., ben là aussi, on passe par ce mécanisme de récompense qui vient augmenter les points. Et ensuite, donc, on fonctionne comme pratiquement dans une carte bancaire avec des couleurs pour définir le statut et le niveau d'engagement de la personne dans ce programme. Avec, ça commence à la couleur bronze et ça finit à la couleur platine. Voilà. Donc, il y a cet aspect très ludique qui peut paraître très trivial, mais qui est vraiment une mécanique qui a vocation d'abord à attirer les personnes, mais aussi et surtout à faire en sorte qu'elles puissent durer dans le programme, parce que par cette relation ludique, à gérer, à gommer un peu la rigueur de cette activité sur la durée pour les inciter à améliorer sur la durée leur état de santé. Donc OK voilà et le alors programme. oui, merci. Mais alors donc le but, c'est d'inciter les gens, hein. Dans le fond, ça rentre un peu dans ces programmes qu'on appelle les coups de pouce ou les nudge en anglais, hein. Comment C'est faire en exactement sorte ça. voilà. On en avait parlé d'ailleurs lors d'un des premiers entretiens avec une autre personne. Mais est-ce que ça marche dans le fond? Première question. Est-ce que véritablement vous avez réussi à avoir les résultats que vous attendiez en termes de Alors, participation? il y a plusieurs choses à dire dans ce cadre-là. La première, c'est comme je vous le décrivais, moi je vais vous parler du système qu'on a monté en France. Mes collègues dans les autres pays ont, je vous l'ai dit, utilisé des approches différentes. Mais nous, dans ce domaine de l'assurance collective, il fallait à la fois convaincre, il faut à la fois convaincre l'entreprise et le salarié. Donc, ce qu'il faut déjà dire, c'est que tout est sur la base du libre choix. C'est-à-dire que l'entreprise choisit ou non de faire bénéficier ses salariés du programme Vitality. Et une fois que l'entreprise a mis ce programme à la disposition des salariés, chaque salarié a la liberté d'y entrer ou de ne pas y entrer. Donc tout est facultatif dans ce cadre-là. Même chose dans le questionnement qu'on décrivait tout à l'heure. C'est vrai qu'il y a tout un ensemble d'informations à caractère médical qui peuvent être données, mais là encore, la personne ne répond aux questions qu'aux questions auxquelles elle souhaite effectivement répondre. Donc voilà, tout est la base, tout est sur une base de libre arbitre et de libre choix. Ça, c'est le premier point.
Combien d'entreprises sont rentrées dans le programme? À peu près 6 000 depuis 2017. Ces 6 000 entreprises représentent un potentiel de salariés éligibles au programme d'environ 200 000 personnes. Et sur ces 200 000 personnes, à date, nous sommes à 18 000 salariés qui, effectivement, ont fait le choix de rentrer dans le programme Vitality. Donc, on voit que le taux d'engagement, il est un peu inférieur à 10%, ce qui n'est pas énorme, Normal. mais ce qui fait déjà un volume assez conséquent. Et sur les 3 pays sur lesquels le programme Vitality a été lancé depuis 2016-2017, on est à peu près au niveau européen à un peu plus, je crois, de 40 000 personnes, 40 à 50 000 personnes qui sont dans le dispositif aujourd'hui. OK. Bah, évidemment, tout ça vous donne, enfin, amène pas mal de données. Alors, comme vous le savez, dans nos pays, il y a des discussions sur quelles que deviennent ces données. Et en France, il y a toutes les discussions de la gestion par Microsoft du Health Data Hub. En Suisse, on a voté pour empêcher un privé aussi de gérer nos passeports digitaux. Dans le fond, si, admettons, que je sois un des salariés un salarié de ces entreprises et que ça m'intéresse, qu'est-ce que mais je m'inquiète, que risquent de devenir mes données? Qu'est-ce que vous pouvez répondre sur cette question? Vous êtes très représentatif des arguments qui nous sont présentés quand on propose ça aux entreprises. Et donc, évidemment qu'il y a tout un processus de protection des données qui a été mis en place pour effectivement rassurer nos clients par rapport à ça. Premier choix que nous avons fait, évidemment, hein, toute cette construction, elle a été faite en France avec la CNIL, en Allemagne avec l'équivalent de la CNIL, etc., etc. Donc ça, on est quand même aussi dans un cadre réglementaire très, très précis. On a créé une structure totalement dédiée à la prise en charge de ce programme qui s'appelle Generali Vitality. Elle est basée en Allemagne parce qu'on a lancé le programme au départ en Allemagne. Et cette structure n'a que cette fonction-là, c'est-à-dire gérer le programme. Et il y a une totale interdiction pour cette structure à communiquer les données personnelles aux compagnies d'assurance du groupe Generali. Donc, il n'y a pas de porosité, de perméabilité entre cette structure dédiée à la gestion du programme et les assureurs que nous sommes. Parce que, évidemment, quand on a lancé ce programme, certains sont venus en disant, regardez, sont sur une démarche prétendument philanthropique, d'aide de leurs clients, ils vont constituer des bases de données et à la fin, ils vont sélectionner leurs risques. Là, c'est parfaitement auditable et c'est des engagements qu'on a pris vis-à-vis des organismes qui nous réglementent et qui nous contrôlent, c'est qu'il y a une totale imperméabilité entre les données détenues par cette structure et les assureurs que nous sommes. La deuxième garantie, et ça existait pour la France notamment, puisqu'on travaille avec des entreprises, et ça, on sent que les salariés y sont sensibles, c'est évidemment que leurs données de santé, les données qui sont fournies dans le cadre de ce programme, ne soient pas fournies à leur employeur. Donc, imperméabilité vis-à-vis de l'assureur, imperméabilité vis-à-vis de l'employeur, et puis de la part de la personne, évidemment un accès permanent à toutes les données qui ont été fournies et un droit permanent à la suppression de ces données. Voilà, ça ce sont les garanties que nous donnons. Et clairement, par rapport à ce que vous disiez, c'est un effort très important pour notre part au moment de la mise en place du programme dans une entreprise. C'est un travail assez fort de conviction par rapport à ça. Nous devons rassurer en expliquant bien toutes ces garanties qui sont mises autour des données contenues par ce programme. Mhm. Là, je vous remercie. Donc, admettons que je sois rassuré et toujours intéressé. Mais par ailleurs, bon, moi, je fais pas mal de vélo, j'ai plein de petits appareils qui mesurent ma vitesse, etc. On sait, vous l'avez dit, qu'on est friand de tous ces Apple Watch, enfin, tous ces instruments électroniques. Est-ce qu'il n'y a pas un risque, est-ce que vous êtes posé la question du risque d'addiction, si on peut dire, ou du moins de personnes qui deviendraient un petit peu obsessionnelles vis-à-vis de ces mesures, qui développeraient une sorte de boulimie d'usage de ces appareils? Euh, On l'a pas constaté aujourd'hui. On voit bien que alors d'abord, déjà, on voit qu'il y a pas,
les gens ne se ruent pas sur l'utilisation du programme, puisqu'il y a à peu près 10% de ceux qui pourraient en bénéficier qui l'utilisent réellement. Et ensuite, on voit que c'est une utilisation qui est limitée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de gens qui sont en permanence sur le programme et qui vont essayer de gagner en permanence des points. Non, c'est assez régulier et c'est bien réparti. C'était une des craintes aussi que nous avions, parce que notamment par rapport aux outils que vous décriviez tout à l'heure, les podomètres et autres instruments qui permettent de fournir des données. Évidemment, hein, Vitality, il y a la possibilité pour les personnes qui rentrent dans le programme de demander aux fournisseurs de ces instruments de transmettre les données à Vitality, ce qui leur permet de gagner des points et d'avoir ces récompenses. Donc évidemment, nous sommes, quand la personne le décide, nous sommes connectés à ces instruments pour qu'ils puissent nous fournir des données et que ça puisse donner lieu à récompense. Donc on avait un peu la crainte que ce soit surtout les grands sportifs qui rentrent dans le dispositif justement pour détourner un peu l'objectif du programme, et c'est pas le cas. Ça, c'est vraiment une chose qui nous intéresse, et on travaille beaucoup en termes de communication en disant le programme Vitality n'a pas vocation à récompenser ceux qui faisaient déjà de l'activité physique. Nous, ce qui nous intéresse, et c'est tout l'intérêt de cette première phase, de ce premier pilier du programme, qui est d'appréhender la situation de santé au moment de l'entrée dans le programme, c'est d'ensuite récompenser la progression, mais quel que soit le niveau de départ. Que vous ne pratiquiez pas du tout de sport ou que vous en ayez pratiqué. Voilà. Nous, notre vocation, c'est d'inciter les gens à être mieux dans leur peau, à être mieux dans leur tête, et ça, quelle que soit leur situation de départ. Donc non, il n'y a pas ce phénomène d'addiction en l'état dans le cadre du programme aujourd'hui. Ok, je vous remercie. J'ai peut-être une toute petite dernière question parce que le temps passe vite, hein, à vous poser, sous forme d'une espèce d'objection. Dans le fond, qu'est-ce que vous répondriez à quelqu'un qui vous dit, oui, mais vous faites reposer le poids de la responsabilité pour sa santé sur des individus, alors que beaucoup de problèmes devraient être réglés au niveau politique, au niveau social. En fond, une sorte de transfert de responsabilité qu'on vous reprocherait. Je l'entends, et c'est effectivement un argument qu'on peut nous présenter. Moi, ce que je dirais, c'est que, un, personne n'est forcé, donc c'est sur la base du volontariat. Deux, ça n'est pas nouveau, c'est-à-dire que ce n'est pas le programme qui crée cette situation. Vous comme moi, on a constaté une appétence des populations aux outils qui sont autour du médical. Tout l'intérêt au départ des Doctissimo et autres références. Donc on a vu les gens qui sortaient un peu d'une relation très stricte en termes médical avec leur médecin et la confiance totale dans le médecin. On a vu progressivement une intrusion de la personne dans la prise en charge de sa santé et une prise de recul, je dirais, par rapport au seul conseil médical. Donc, je considère que notre démarche, elle n'est pas orthogonale par rapport je dirais, à ce que doit fournir la société et les institutions en termes de qualité de soins et de suivi médical par rapport à la population. Nous, on a vocation à accompagner nos clients dans le cadre de ce parcours médical. Et vous avez vu que par certains aspects, nous sommes incitatifs dans une plus grande intégration dans un parcours de soins permanent, de façon à ce que la personne soit correctement suivie sur un plan médical. Donc, je considère que nous ne sommes pas du tout attentatoires par rapport au rôle que doit assurer l'État, la société par rapport aux populations. Voilà. Effectivement, l'un n'exclut pas l'autre. On pourrait parler aussi peut-être de On complémentarité. est complémentaires, hein. Nous, on est assureurs complémentaires en France, donc la complémentarité, on la pousse jusqu'au bout. C'est juste. Écoutez, Yannick Philippon, je vous remercie beaucoup d'avoir présenté le programme Vitality et d'avoir répondu à mes questions. Bonne journée. Merci, professeur. Bien, bonjour, Christian Levis. Bonjour. Heureux de discuter un moment avec vous. Donc, on va parler des questions de risque et santé. Alors, effectivement, bon, vivre, c'est prendre des risques, hein, et puis, quand les risques dépassent une certaine mesure, on parle de conduite à risque. Donc, le risque, évidemment, s'il se matérialise, on risque de se retrouver à l'hôpital, ce qui fait qu'on met à contribution la solidarité de nos concitoyens. Donc, il faut trouver un moyen, on va prendre des risques, c'est clair, mais de les gérer. Et c'est un aspect personnel, hein, gérer mes propres risques de santé, puis un aspect social.
on le fait de manière, justement, à l'hôpital notamment. Alors, comment gérer tout ça? Alors, récemment, il y a quand même toute une série de panoplies de dispositifs connectés, électroniques qui sont arrivés sur le marché. Alors, pour l'individu, il y a les smartphones, les montres connectées, enfin, les sportifs peuvent mesurer à peu près tous leurs paramètres lorsqu'ils font du vélo ou lorsqu'ils font de la course à pied. L'idée, c'est de gérer nos risques, peut-être d'améliorer peut-être pour certains notre santé. Ça, c'est au niveau personnel, mais au niveau de la société, il y a aussi une multitude de données médicales qui sont maintenant à disposition. On appelle les big data en anglais, les données massives en français, hein, qu'on fait traiter par des algorithmes. Tout ça afin de prendre en charge, de mieux prendre en charge les risques de santé. Ce qui paraît un peu paradoxal, et c'est peut-être la première question que j'aimerais vous poser. La médecine actuelle, on dit que c'est une médecine personnalisée, une médecine de précision, mais chaque personne n'est dans le fond plus qu'une goutte d'eau dans un océan de données, d'une certaine manière. Et qu'est-ce que devient la singularité du patient dans cette nouvelle médecine? Alors, oui, c'est une bonne question. Je dirais déjà, il y a deux aspects. Vous avez parlé de montres connectées, de smartphones, de tout un tas d'outils qu'on a, certains beaucoup, l'autre un peu moins, la plupart sans même le savoir, pour améliorer sa santé. Je pense que pour beaucoup de personnes, une montre connectée qui mesure les pas, si on fait du vélo, qui mesure les distances, les vitesses, la pente, que sais-je, c'est pas obligatoirement pour améliorer sa santé. Je pense que chez beaucoup de gens, c'est juste pour se connaître. L'homme est un invraisemblable et extravagant curieux, et dans le fond, on a envie de savoir. On a envie de savoir à quelle vitesse on roule, on a envie de savoir combien de pas on fait, et je pense que c'est le premier élément qui est notre moteur. Beaucoup de gens vont se mettre sur une balance, pas obligatoirement pour perdre du poids ou pour en prendre, déjà pour savoir combien ils pèsent. Savoir. Enfin, comme disait Aristote, l'homme désire naturellement connaître. Exactement, je pense que l'homme désire naturellement connaître, il est curieux de nature, et puis il est désobéissant de nature. Et donc, à partir du moment où on connaît, on veut changer, dans un sens ou dans l'autre. Parce qu'on a de la peine à simplement regarder passivement les choses. On doit agir sur elles. On veut agir sur notre environnement et on veut agir sur notre corps. Donc, je pense que le premier mouvement, c'est réellement une approche qui est celle de la curiosité qui nous motive. Et puis, dès qu'on sait, alors, dans le fond, on est quelque part, on est insatisfait. Le fait de savoir, ça nous motive à changer, améliorer, modifier, aller plus vite, peser moins, aller plus loin. On va sur la Lune, alors il faut aller sur Mars. Déjà, même dans l'olympisme, c'est plus vite, plus haut, plus fort. Mais c'est exactement ça. Je pense que ça, c'est vraiment des moteurs qui nous animent. Donc, je pense que ça, c'est les deux éléments. Et donc, quand on parle de big data, si on pense au big data en partant de la source, la source du big data, c'est beaucoup de singularités. Et la création du big data, elle passe par la capacité de chacune de ces singularités de créer des données. Et ce faisant, chacune de ces singularités va apprendre à mieux se connaître et va vouloir agir sur soi. Et donc, la première influence de ce monde connecté, c'est une influence probablement très indirecte, mais qui est celle qui est la nature de l'homme, qui est de vouloir se connaître et de vouloir changer les choses qu'il connaît. Donc, on pourrait dire que toutes ces données, c'est un outil d'amélioration de soi-même, enfin de connaissance de soi-même et d'amélioration. Donc, quelque chose d'assez positif en définitive. Alors, je dirais qu'il faut commencer par se méfier de cette espèce d'exceptionnalisme digital, où on pense que si on digitalise les choses, elles s'améliorent. Est-ce que c'est vraiment positif
Alors, on parle beaucoup de tous les aspects positifs de cette digitalisation, on parle beaucoup moins des aspects négatifs. Très certainement qu'il y a aussi de nombreux aspects négatifs à la digitalisation, notamment de se renvoyer une image qui est peut-être défavorable, qui va démotiver, qui va de faire aussi ces mesures montrent que peut-être on ne progresse pas, on ne change pas les choses comme on pensait les changer ou à la vitesse à laquelle on espérait le faire. Mais là, on manque très sérieusement de données. La digitalisation, elle va très vite, elle se plaint notamment de la lenteur des processus qui sont evidence-based, que ce soit dans le data ou dans l'intelligence artificielle. D'ailleurs, c'est très intéressant de voir une différence fondamentale qui est entre l'industrie du médicament et l'industrie de l'information. Si vous prenez les grands du médicament, on va prendre Novartis et Roche pour la Suisse, eh bien, ils vont dépenser beaucoup de ressources et de temps pour identifier des molécules, pour tester ces molécules avec des phases croissantes pour bien identifier les aspects positifs, les effets négatifs de ces différentes molécules, jusqu'à aller sur les mammifères, puis les grands mammifères, puis les humains, et puis des phases cliniques, et finalement aller sur le marché. Et ceci va être suivi d'un suivi post-marché, post-market. Comme on le fait pour les vaccins actuellement. Comme on le fait pour les vaccins actuellement. Si vous prenez l'industrie de l'informatique et de l'information, c'est le phénomène opposé. Les Google, Apple, Microsoft, les GAFA, en fait, comme vous le vivez avec votre téléphone et votre ordinateur, ils développent un outil, puis ils le mettent sur le marché, et puis il y a, je sais pas, 200 millions, 500 millions de personnes qui vont utiliser cet outil, qui vont vivre des bugs, et un mois après, il y aura une nouvelle version qui va corriger les bugs, puis 3 mois après, de nouveau une version, etc. Donc, le paradigme de la médecine translationnelle, bench to bed, du labo au patient, il est en fait inversé dans l'industrie de l'informatique. C'est du consommateur à la correction, c'est dans l'autre sens. Et en fait, pour ces GAFA, nous sommes, je sais pas, 1 milliard de cobayes qui vont débugger leur logiciel. On fait la pharmacovigilance avant l'expérimentation d'une certaine manière. Et nous sommes en fait... c'est la même chose. Oui, exactement. Et malheureusement, c'est une tendance qui est forte dans la communauté et qu'on voit dans la digitalisation, dans les apps, etc. On va créer une app, on va la déployer. Sa durée de vie est très courte, elle est de quelques mois, 6 mois, 1 année, avant de devoir être corrigée pour suivre les évolutions du matériel et des operating systems. Et on est tout le temps des cobayes de ces systèmes. Alors, dans la médecine digitalisée, comme on l'appelle maintenant, où dans le fond les deux modèles se rencontrent, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est un peu le choc des cultures. Donc, on a d'un côté la médecine, je dirais, traditionnelle dans sa vision translationnelle des choses, qui essaye d'accélérer les étapes qu'on a pu le vivre avec le vaccin. On peut compresser le temps en 1 année, mais de les suivre. Et puis, de l'autre côté, vous avez une industrie du digital qui essaye de sauter les étapes, parce que c'est un domaine qui évolue extrêmement vite, et c'est la vitesse qui crée le business, en fait, plus que la valeur. Donc voilà. Et puis, ensuite, c'est clair qu'on a cette deuxième phase, on a du big data, pour en venir à votre question initiale. On a beaucoup de données. Et puis, beaucoup de données, si on imagine 8 millions d'habitants en Suisse, si on avait toutes les données des 8 millions d'habitants en Suisse, eh bien, on pourrait certainement aider mieux les diabétiques de Suisse, déjà en termes sociétaux. Est-ce qu'il faut ou pas rembourser les dispositifs implémentables permettant la mesure de la glycémie? Eh ben, on pourrait facilement prendre les données qu'on a, regarder, voir que
comme ça l'a déjà été montré, ce sont des patients qui vont mieux contrôler leur glycémie avec comme effet positif qu'ils auront moins d'effets secondaires à moyen terme. Mais si on prend des maladies rares, et puis dans le fond, vous et moi, et monsieur, le caméraman, et le preneur de son, et enfin bref, tout le monde, nous sommes tous des maladies rares, puisque nous sommes, tout autant que nous soyons, uniques, en fait. Et donc, plus on va aller vers cette médecine personnalisée, plus on va se rendre compte que les maladies rares, c'est de moins en moins une liste de maladies rares, et de plus en plus tout un chacun qui est un cas singulier, et dans le fond, on va se retrouver avec la situation à laquelle on essaye de répondre avec le big data, qui est d'avoir beaucoup de cas pour pouvoir les traiter individuellement. On va se rendre compte qu'on n'arrivera jamais à avoir beaucoup de mois. Il y aura toujours au mieux un seul mois. C'est une sorte quand même de défi pour la science, parce que, en fond, le but de la science, c'est de produire des connaissances généralisables, comme on le dit. Plus on particularise, moins ce sera généralisable, non, la connaissance qu'on va obtenir. Est-ce que ça ne va pas créer de nouvelles limites? Alors oui, c'est vrai que... Alors la science, elle a... Alors oui, c'est vrai, on cherche à créer des connaissances qui soient généralisables, mais que ce soit en physique ou que ce soit en biologie, les règles générales ont pour limite le singulier. Et si vous imaginez la physique, la thermodynamique, on est capable aujourd'hui de prédire le comportement d'un gaz qu'on chauffe et qui va s'étendre, qu'on refroidit, qui va se contracter. Mais toutes les prédictions qu'on fera sur le comportement de ce gaz ne permettent pas de prédire le mouvement d'aucun des atomes dont ce gaz est constitué. Donc, je pense que la science cherche à créer des lois qui soient soit globales, soit locales. Et puis, à un moment donné, la médecine, elle doit, et c'est peut-être l'art de la médecine, c'est peut-être d'être cet traducteur entre un système déterministe qui est construit sur des lois globales ou locales, et un système non déterministe dans lequel le libre arbitre, d'une part, mais aussi l'aléatoire, comme il existe en physique avec la mécanique quantique, et comme il existe aussi en biologie, avec le fait que le mouvement des molécules n'est pas déterministe, doit trouver une sorte de point de convergence et de traduction aussi, qui va de plus en plus être singulier. Peut-être qu'un des défis que le big data est en train de créer, un vrai défi, un défi sociétal, c'est celui, dans le fond, de se demander si le big data n'est pas en train de créer une normalité à laquelle nous devrons répondre. Et pas obligatoirement la normalité d'être en santé, mais la normalité de la maladie aussi. Voilà comment se comportent les infarctus, et voilà comment votre infarctus doit se comporter. Ce qui était toujours une matière à rigoler quand j'étais un jeune médecin, où je me disais, mais décidément, les patients devraient apprendre la médecine, ça nous simplifierait la vie. Ils n'ont pas lu les livres. Et en fait, je pense que c'est une chose qui ne va que se renforcer. Enfin, on peut dire que les big data c'est un nouveau chapitre des relations entre le singulier et le général
que la médecine se doit, à l'intersection de laquelle se trouve la médecine, hein, d'une certaine façon. Savoir que tel médicament a soigné telle personne, comme disait Aristote, c'est l'expérience, mais savoir que toutes les personnes atteintes de telle maladie répondent à tel médicament, c'est le domaine de la science, et la science se complexifie maintenant. Voilà, ben, je vous remercie beaucoup, Christian Levis, C'est un d'avoir plaisir. répondu Merci pour à ces l'invitation. questions. Je vous souhaite une belle journée. Merci.